et partenariats. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous celles et ceux qui ont répondu favorablement à notre invitation. Et je commencerai, si vous permettez, messieurs, galanterie oblige, par Madame Nedjiba Srir. Vous êtes cadre au sein de la direction du développement de la pêche. Madame Nedjiba Srir, bonsoir et merci d'être là ce soir avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation et de me compter parmi le panel. Très bien. Nous avons également avec nous Monsieur Edil Bilbachir. Vous êtes directeur des investissements statistiques et des systèmes d'information à la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture. Monsieur Bilbachir, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est nous. Nous avons également avec nous M. Toufiq Boutouchent, directeur interwilaya de la pêche et de l'aquaculture de Sidi Bel Abbès. M. Boutouchent, bonsoir. Bonsoir tout le monde. On remercie la chaîne Canal Algérie pour votre invitation et j'espère qu'il y aura un débat riche et diversifié lors de votre émission. Et on espère que nos téléspectateurs seront contents de cette émission. Espérons que la pêche sera bonne, Monsieur Boutouchent. Et je compte beaucoup sur vous parce que moi, je n'ai jamais pêché de ma vie. Hein. Voilà. Et enfin, nous avons avec nous Monsieur Hol Obro. Vous êtes investisseur et vous nous venez du Danemark. Bonsoir, Monsieur Obro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, et c'est avec grand plaisir d'être encore une fois en Algérie. Première fois, c'était en 92, donc ça date un peu. Donc c'est toujours un plaisir de revenir en Algérie. Merci. Très bien. Alors, Monsieur Obro, je vous ai laissé vers la fin dans la présentation parce que je voulais entamer ma liste de questions avec vous. Alors, on commencera par parler peut-être du Danemark. Hein. C'est une destination que les Algériens ne connaissent pas beaucoup, hélas. Si vous deviez nous vendre la destination Danemark, vous nous diriez quoi? Mais le Danemark, c'est le pays des Vikings. Ouais. C'est aussi le pays des Lego. Oui, aussi. Peut-être vous connaissez aussi le système Maersk qui transporte des conteneurs. C'est aussi le Danemark. Donc c'est un pays marin, 5 millions d'habitants, 400 km entre nord et sud, et est-ouest. Donc c'est très différent par rapport à l'Algérie. Mais c'est un pays qui s'intéresse beaucoup à l'Algérie pour plusieurs domaines parce que nous sommes très actifs dans l'agriculture, dans l'énergie renouvelable et surtout aussi l'aquaculture. Parce que nous sommes des marins, c'est nous. Un pays qui est toujours très accueillant, donc vous êtes très bienvenus tous au Danemark. Beaucoup. Par contre, la langue française est peut-être très peu qui parlent ça au Danemark. On fera l'effort d'apprendre le danois. Merci. Alors, le secteur de la pêche et de l'aquaculture chez vous au Danemark, il occupe quelle place? Vous avez de grandes traditions dans le domaine. Le pêche est très important au Danemark et depuis très longtemps. Mais c'est vrai, il y a une réduction comme on le voit dans beaucoup de pays parce que c'est difficile de trouver des pêches. Et donc c'est vrai que l'aquaculture est en plein développement. Nous sommes bien sûr notre grand voisin, les Norvégiens, qui fait le saumon. Et nous, on fait les truites, c'est nous. Mais c'est une industrie qui est très, très importante. Mais parce que nous en fait aussi les communautés européennes, c'est très réglementé. Ouais. Et il y a des espèces qui sont très difficiles aujourd'hui à trouver chez nous. Donc c'est une industrie qui est aussi venue, je veux dire, il y a moins de joueurs, mais ils sont plus grands. D'accord, Ouais. Très bien. Alors nous allons revenir au Danemark et parler un peu du secteur de la pêche et de l'aquaculture chez vous au Danemark. Mais avant cela, on va parler de ce salon, si vous permettez, Monsieur Boutouchent. C'est un salon qui en est à sa 10e édition. Ça veut dire que nous sommes en train de pérenniser une telle manifestation. C'est important que ça soit un rendez-vous annuel pour les professionnels du secteur. Oui, bien sûr, effectivement. Comme vous l'avez si bien dit, c'est la 10e édition de ce salon international de la pêche et de l'aquaculture qui s'organise à peu près tous les 2 ans ici à Oran. Donc on a pris cette habitude-là. Donc c'est un salon qui est pérennisé, c'est un salon où on retrouve quand même des stands assez innovants. Ça veut dire que c'est des invités qui ont l'habitude de venir déjà. Puis il y a toujours des nouveautés. À chaque salon, il y a des nouveautés. Et ça fidélise un petit peu le secteur et puis ça lui donne une portée nationale
puis une portée internationale. Et ça, vraiment, c'est un lieu de rencontre très important et un lieu de communication. Donc, moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer pas mal de gens que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. Ça m'a fait plaisir de les rencontrer et de voir un petit peu leur évolution. Donc, c'est un endroit de rencontre, mais aussi c'est un endroit où on échange nos idées, on échange un petit peu nos expériences. Voilà. Donc, ça nous permet de faire un petit peu le point par rapport à un petit peu l'évolution du domaine de l'aquaculture et de la pêche. Très bien. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Belbachir. C'est un salon, l'organisation du salon a été placée sous le haut patronage du président de la République. C'est un signe fort des autorités de dire que nous sommes là, nous accompagnons ce secteur. Évidemment, oui. Monsieur le Président de la République a toujours porté un intérêt particulier au Salon de la pêche et de l'aquaculture, depuis sa première édition d'ailleurs, qui a eu lieu en 2003. Et effectivement, le Salon lui-même porte en lui l'intérêt que le gouvernement ou que l'État porte sur tous les investissements et tous les efforts qui se font de la part des professionnels et ainsi que des divers partenaires sur les activités liées à la pêche et à l'aquaculture. Comme vous le savez, l'aquaculture est un secteur en devenir, est une activité en devenir qui mérite beaucoup d'attention de la part des autorités publiques, mais aussi de la part des divers investisseurs. Monsieur Ober, ici présent, fait partie des personnes qui ont compris l'importance du secteur et qui ont fait tout leur possible et qui ont apporté leur expertise pour que justement nous puissions être en Algérie capables et aptes à produire localement tout ce qui est nécessaire au développement de ces filières. Alors, Madame Nedjiba Sghir, quel est le mot qui vous vient à l'esprit pour nous décrire un peu l'ambiance et l'importance de ce salon, notamment pour vous dans le secteur notamment de la recherche? C'est un lieu de rencontre, certes, ou c'est un lieu aussi pour tisser des liens et des passerelles avec les autres acteurs du secteur? Tout à fait, tout à fait. Pour nous, c'est un événement, c'est un lieu de rencontre avec nos partenaires. C'est un lieu où on fait un rapprochement entre nos investisseurs et toutes les institutions financières qui existent. Et donc, mis à part ça aussi, c'est un lieu de rencontre avec de nouveaux investisseurs, des opportunités d'investissement. Et là, on est à l'écoute justement de la profession, de nouveaux porteurs de projets. Et c'est grâce à ces rencontres-là qu'on arrive à capter et à développer de l'investissement nouveau dans des créneaux nouveaux. Très bien. Alors pour vous, Monsieur Obro, qui est investisseur étranger, cette manifestation, d'abord, vous avez participé déjà à ce salon ou Pour moi, personnellement, c'est la troisième fois que je suis ici. Nous avons commencé en Algérie en 2020 dans l'aquaculture et nous avons eu une forte croissance. Le marché est vraiment augmenté ici. Et le fait qu'on fait une usine à Oran, ça fait bien sûr que le SIPA aussi à Oran. Ouais. C'est un événement très important pour nous. Et nous avons vu tous nos clients là les derniers jours. Et c'est aussi vraiment l'endroit des rencontres et de passer un bon moment ensemble avec nos clients. Oui. Très bien. Alors, Monsieur Boutouchent, on enregistre la participation d'une vingtaine de pays. Quelle est la portée internationale d'un tel salon? Donc, c'est vrai que la participation internationale est forte et importante, surtout par rapport à des pays qui ont déjà une vocation de pêche et d'aquaculture. Cette année, l'invité d'honneur, c'est le Sultanat d'Oman. Donc, c'est un pays avec qui on développe une coopération assez étroite et assez importante. Donc, on essaye de travailler et de développer ce domaine-là avec ce pays frère. Donc la portée internationale de ce salon est vraiment significative d'un vouloir d'un développement de qualité.
Parce que l'aquaculture et la pêche, c'est pas l'affaire d'un seul pays. Ça veut dire que la technologie ou les techniques d'élevage, les techniques de pêche évoluent. Donc chaque pays a ses méthodes, chaque pays a ses pratiques. Donc nous, on aimerait bien connaître un petit peu ces techniques-là, un petit peu l'évolution de chaque pays, etc. Mais il n'y a pas uniquement la pêche et l'aquaculture proprement dit. Il y a aussi la transformation du poisson, la commercialisation. Toute la chaîne. Toute la chaîne et même la particularité aussi de ce salon, c'est qu'on a invité pas mal de start-up dans le domaine. Vraiment, ils ont ramené des idées très innovatrices et ça permettra surtout d'avoir une aquaculture de qualité et une aquaculture durable, qui veut dire un petit peu rentable, qui veut dire qui protège l'environnement. Donc c'est pour ça que la portée aussi, cette portée internationale montre que la pêche et l'aquaculture n'a pas de frontières. Ça veut dire qu'il faut s'imprégner des expériences d'autres pays, donner un petit peu notre expérience à nous, également, voir nos besoins par exemple, puis essayer de contribuer ensemble à un développement harmonieux et durable de cette activité que je fais rappeler que fait partie pour un bon développement, va contribuer à la sécurité alimentaire. Très bien. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Aubreau, puisque nous parlons de la participation étrangère. Dans le domaine de l'aquaculture, vous êtes en Algérie depuis 2020, mais je sais que la première fois que vous avez mis les pieds en Algérie, c'était en 1992, donc ça remonte à très loin. Alors, je vais vous poser une question très sincère. Vous êtes là parce que vous êtes tombé amoureux de ce pays ou vous êtes là parce que vous vous dites que c'est un pays où les affaires marchent bien ou c'est un peu les deux? Non, je pense que c'est les deux. C'est vrai que moi, je viens aussi de l'univers des volailles, aussi dans le blé. Et dans tous ces domaines, l'Algérie a un fort potentiel. Et c'est aussi des gens très accueillants ici. Et nous avons toujours réussi bien en Algérie. Et c'est aussi un secteur qui, je veux dire, qui au niveau aquaculture, nous avons vraiment eu une croissance assez importante. D'ailleurs, le poisson, c'est ça qui progresse le plus au monde, plus que le volaille aujourd'hui. Donc c'est un pays qui... c'est le plus grand pays de l'Afrique. Justement, quel regard vous portez sur le marché algérien? C'est un marché qui a, pour moi, vu de loin, un fort potentiel de beaucoup de domaines. C'est sûr que c'est différent que c'est nous au niveau administration, ça c'est clair. Mais l'agriculture, l'aquaculture en général, il y a vraiment de potentiel. J'ai beaucoup de terrain ici. Si je parle par exemple du blé, c'est un fait que dans le monde, il nous faut à peu près 50% de plus de blé pour nourrir le monde. Avec la nous, en Europe, on ne peut plus rien faire. Les États-Unis ne peuvent rien faire. Où est-ce qu'il y a un pays qui peut faire beaucoup de blé où l'eau n'est pas très profonde? C'est en Afrique et notamment en Algérie. Et ça, pour moi, c'est vu de loin des potentiels énormes qu'il y a. Très bien. Alors justement, je voudrais qu'on fasse un peu un état des lieux du secteur de la pêche et de l'aquaculture en Algérie. Quelles sont nos principales forces et quelles sont nos faiblesses dans ce secteur, monsieur, très concrètement, monsieur Belsa? L'Algérie, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a un très haut potentiel parce que ça reste quand même le plus grand pays d'Afrique. Nous avons 2148 km de côte sur un linéaire de 1655 et une superficie de 2 380 000 km² environ. Donc le potentiel en fait se situe beaucoup plus concernant l'aquaculture continentale qui est à promouvoir. En ce qui concerne la pêche, effectivement il existe un potentiel qui reste à exploiter, qui est d'aller vers la pêche en haute mer. Actuellement, c'est beaucoup plus la pêche côtière qui est arrivée à saturation. Là, je m'en mets le doigt un petit peu sur une faiblesse du secteur. Ce qui a développé donc dans ce sens, c'est d'aller en haute mer ou alors aller dans d'autres eaux territoriales. Donc, c'est la pêche hauturière. Et puis, pour revenir aussi, il y a le potentiel de l'aquaculture. Donc, l'aquaculture marine, elle est présente sur 12 wilayas côtières sur les 14 que nous avons. Et l'aquaculture continentale peut être déployée un petit peu partout
en utilisant les plans d'eau, les bassins d'irrigation, grâce à l'aquaculture intégrée à l'agriculture, et aussi par des établissements d'aquaculture et évidemment l'aquaculture marine. Voilà. Donc tout ça sont des secteurs qui peuvent être déployés. Il y a aussi un autre segment très important, celui-là, c'est toutes les industries de transformation. Donc fabrication d'aliments, déploiement des closeries, industrie de transformation, donc tout ce qui est conserverie, transformation par la fabrication de filets, commercialisation. Donc tous ces potentiels-là doivent être développés davantage, car ils le sont déjà pas mal. Bien sûr, il y a encore un dernier élément que je n'ai pas cité, c'est la construction navale en Algérie, qui, grâce à la pêche, peut avoir de très belles choses, peut apporter de très belles choses à l'Algérie et à la pêche en Algérie. Alors, vous le disiez, M. Boutouchane, tout à l'heure, vous parliez justement de cette sécurité alimentaire. Que constitue justement le secteur de la pêche et de l'aquaculture en termes de production et sommes-nous capables d'arriver à l'autosuffisance dans ce domaine pour assurer cette justement sécurité alimentaire chez nous? Oui, bien sûr, c'est ça l'enjeu, c'est ça le challenge. Ouais. Ça veut dire on est un pays continent quand même, donc on a beaucoup de ressources, des ressources naturelles qu'il faut valoriser. Parce que les futurs défis, c'est quoi? C'est la rationalisation des ressources naturelles et comment maîtriser les changements climatiques. Ça c'est les deux plus grands défis. Très bien, donc à partir de là, on essaye de valoriser chaque territoire. Bon, c'est la valorisation des territoires. Moi, je suis directeur dans une wilaya intérieure qui est Sidi Blabès. On essaie de développer l'aquaculture d'eau douce pour... c'est vrai qu'on n'est pas une wilaya maritime, mais on doit produire notre quota de poissons. Même si on les consomme sur place, tant mieux. Si on ne les consomme pas, on peut les vendre dans des wilayas limitrophes, par exemple, voir la transformation, voir plus tard l'exportation. L'eau douce, c'est vrai que le poisson d'eau douce ou les produits d'eau douce, il n'y a pas que le poisson d'eau douce. Hein. Oui. Ça veut dire, si on voit un petit peu une panoplie qui rentre un petit peu dans la sécurité alimentaire, on peut parler aussi de la zola, qui rentre un petit peu dans les compléments alimentaires animaux. Donc ça permet de booster un petit peu l'alimentation de bétail. Il y a aussi la spiruline qui est un complément alimentaire humain aussi. Donc ça c'est des valeurs qu'on peut ajouter au développement de l'aquaculture. À partir de là, nous, la sécurité alimentaire, c'est un petit peu les rations de protéines qu'on peut apporter à l'être humain par jour. Aux citoyens. Et c'est ça le but. Ça veut dire qu'il faut que chaque wilaya, que ce soit intérieur ou littoral, ils ont la chance d'avoir une pêche maritime, mais les wilayas d'intérieur doivent valoriser un petit peu leurs ressources naturelles pour produire une production halieutique et aquacole. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose, M. Belbachir? Oui, je voulais rebondir un petit peu lorsque M. Boutouchane a parlé de spiruline. Bon, c'est vraiment anecdotique, mais c'est peut-être intéressant de souligner cela, c'est qu'en fait, c'est un aliment qui est utilisé dans les voyages spatiaux. En fait, c'est ce qu'on donne aux astronautes. Oui. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire, en fait. Oui. Et truc très intéressant aussi, chez nous, ça se développe naturellement. En plus. Oui. Donc les conditions naturelles pour un très bon développement. Et je voudrais rebondir aussi sur le titre du salon, c'est innovation et partenariat. Justement. Donc à travers l'innovation, et comme vous avez tout à l'heure si bien dit, la participation d'une vingtaine de pays à ce salon, donc le partenariat, il est présent. Nous allons y arriver. Madame Nadjiba Srer, alors la préservation justement des ressources halieutiques est un enjeu crucial. Comment allier justement la production économique et la sauvegarde de l'écosystème marin pour une pêche durable? C'est vrai que c'est une équation assez difficile, parce qu'on est tenu de développer la pêche. Quand on parle de développement de la pêche, ça veut dire qu'on devrait avoir sur le marché pour le consommateur une quantité adéquate pour lui. Et de part et d'autre, de l'autre côté, si on exploite mal la ressource pour avoir un rendu énorme, on va arriver à l'effondrement de ces stocks. Ouais. Donc pour maintenir la balance, on est tenu de suivre cette ressource-là et pour notre secteur,
depuis les années déjà 90, qu'on a commencé à suivre en mer, surtout, l'évolution des stocks à travers les campagnes. On avait au départ un navire Toufir qui était rattaché à l'école. On avait commencé les campagnes dans ce cadre-là. Plutôt, on avait utilisé ce navire. Et petit à petit, on a pu acquérir notre navire, le Green. Et grâce à ça, depuis 2013, on a commencé à avoir des campagnes en série. Donc on peut comparer correctement l'évolution de la biomasse quand on parle de ce qui est petit pélagique, ce qu'on appelle la sardine et l'anchois et tout. Et d'autre part, on peut comparer aussi les indices des traits de pêche, et c'est le démersal. C'est le poisson connu, noble, si on peut le dire. C'est le rouget, c'est le merlan, voilà. Donc grâce à ça, on peut suivre notre ressource pour mettre les mesures nécessaires en termes d'aménagement pour tenir la balance correctement. Oui. Monsieur Belmachet, vous voyez... On peut parler de notion de stock biologique et de stock pêchable. Donc on doit prendre toujours la mesure sur le stock biologique de ce que l'on peut en extraire pour justement assurer une pérennité de la ressource. Et par ailleurs, c'est justement par rapport à pour pouvoir maintenir cet équilibre-là que nous encourageons les investisseurs à aller vers la pêche en haute mer, et dans des eaux autres que les eaux territoriales algériennes, telles que par exemple la pêche en Mauritanie. Voilà. Très bien. On y reviendra, je pense, un peu plus tard. Inch'Allah. Alors, Monsieur Boutouchat, vous parliez d'innovation. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour accompagner les pêcheurs artisanaux, pour moderniser un peu leurs outils de travail? Oui, bien sûr. Bon, il n'y a pas que les pêcheurs artisanaux. Il y a un petit peu toute j'allais dire la grande famille du secteur. Ça veut dire, il y a la pêche artisanale, il y a la pêche au thon, il y a l'aquaculture aussi. L'aquaculture même au niveau du sud, du Grand Sud, on essaie de développer tout ça. Donc au niveau du salon, on a dédié un stand spécialement pour les startups. Donc on vous invite de le visiter. Ça veut dire dans le sens où vous allez trouver des idées vraiment innovantes. C'est des startups qui vous donnent un petit peu une portée économique autre que une simple exploitation. Ça veut dire juste avec une startup, on peut améliorer d'une façon considérable ceci. Ceci dit, l'aquaculture est vraiment l'avenir, parce que même si on voit un petit peu les statistiques au niveau de la FAO, pratiquement tous les autres élevages stagnent, volailles, bovins, ovins, au niveau mondial bien sûr. Que l'aquaculture est en croissance pratiquement chaque année de 10 à 15% du niveau de production. Pourquoi? Le seul secret, c'est que le poisson est un excellent transformateur d'aliments. Ça veut dire qu'il consomme moins que les autres animaux et produit plus de chair. Donc c'est pour ça que c'est un créneau vraiment très d'avenir. Alors, Monsieur Ol Obrou, comme investisseur étranger, vu que vous êtes présent à ce salon, est-ce que vous êtes en contact avec ce genre de start-up? Est-ce que vous êtes à leur écoute? Est-ce que vous pouvez, par exemple, profiter de ces idées innovantes adaptées à la réalité algérienne pour justement booster votre investissement ici en Algérie? Nous pouvons certainement utiliser ça. Il faut que je dise que c'est vrai, on fait une usine en Algérie, mais on le fait avec un partenaire local aussi. D'accord. Et c'est notre partenaire local qui a plutôt la connaissance administrative en Algérie. Nous, on sait faire des aliments. Nous pouvons aider des éleveurs au niveau beaucoup de choses, au niveau solutions, parce que c'est des vrais entrepreneurs qui font une ferme d'aquacole. C'est pas facile. Il y a la trésorerie, il y a des risques, etc. Oui. Et là, nous pouvons aider. Donc, nous ne sommes pas que fabricants d'aliments. Là, on peut aider. D'accord. Mais en ce qui concerne l'administration, les banques, les terrains, accès à l'électricité, gaz, etc., là, c'est notre partenaire algérien qui est spécialisé dans ça. Nous sommes plusieurs usines dans le monde et on a la même approche que nous, on ne va jamais apprendre le pays de l'Algérie comme vous. Oui. Mais nous sommes là pour investir avec vous.
Très bien. Et vous trouvez beaucoup de facilitation dans ce domaine? Vous trouvez beaucoup de facilitation dans le domaine, par exemple, du financement avec les banques, les assurances, l'acquisition justement de terrain? Pour nous, en tant qu'usine, oui, on a beaucoup d'aide. On va aussi créer des emplois. Oui. On va créer une quarantaine d'emplois ici à Oran. Je pense que là où il y a peut-être besoin d'aide, c'est au niveau des aquaculteurs. Parce qu'ils sont souvent, il faut dire que tous les aliments aujourd'hui sont importés plus ou moins. Donc c'est pas facile à importer des aliments. Oui. Il faut faire un devise, il faut faire des exonérations, etc., etc. Là, c'est sûr qu'avec notre usine ici, où on peut travailler en dinar, ça va soulager énormément les agriculteurs. Mais c'est des vrais entrepreneurs, des gens qui sont dans l'aquaculture, pas qu'en Algérie, mais en général. Parce que c'est vraiment, il faut être courageux quelque part pour investir dans l'eau quelque part comme ça. Oui. Il faut juste rappeler que l'aliment est un intrant, l'un des plus importants intrants en aquaculture. Ouais. Ça veut dire que ça représente 60 à 75% du coût de production. Donc si on a un aliment performant, on pourrait avoir une aquaculture performante. Ça c'est sûr, parce que ça contribue directement. Et avoir une fabrication d'aliments au niveau national, notre pays, que ce soit la leur ou une autre, c'est un potentiel assez important. Alors, Madame Srir, justement pour revenir à la recherche scientifique, comment la recherche scientifique aujourd'hui en Algérie accompagne-t-elle et modernise-t-elle les pratiques de pêche et d'aquaculture chez nous? Je voudrais justement parler du centre de recherche qu'on a à Bousmaïl, qui a quand même des stations au niveau de la localité pour justement mettre en place des programmes appliqués au service de la pêche. Donc on a pas mal d'études qui sont menées en collaboration avec le centre de recherche et qui travaillent à titre d'exemple, on a des espèces nouvelles pour l'exploitation. On essaye de faire avec eux des études expérimentales sur l'engin à utiliser. Je donnerai l'exemple de la coryphène, qui est une espèce qui est pêchée en Tunisie, qui est pêchée dans la rive nord. Et en Algérie, elle est accidentellement dans les filets de pêche de nos professionnels. Ouais. Donc il y a un travail dédié à ça. Ouais. On travaille aussi sur je vais dire les engins de pêche. C'est les moyens mis en place pour justement faire la pêche. Donc il y a des caractéristiques à mettre en place et on ne pourra pas, nous, en tant qu'administrateurs, les mettre sans un avis d'un scientifique. Je pars directement du maillage des filets. Oui. Donc il y a beaucoup de projets. Par exemple aussi les récifs artificiels. Actuellement, on a un partenaire, la JICA, c'est une agence japonaise qui est même ici au niveau des stands. On a initié un projet justement sur les récifs artificiels. J'ouvre une parenthèse, je vais la fermer. C'est un récif artificiel, c'est un moyen de gestion. On peut le mettre dans une zone pour protéger certaines espèces ou repeupler certaines zones, ou bien on va les mettre dans une zone qu'on veut protéger aussi pour arrêter le chalutage. Donc on a initié un projet d'appui de coopération avec les Japonais, mais qui est monté avec le centre de recherche. Parce que il faut se dire que quand on va mettre des récifs en mer, le suivi, c'est pas nous, c'est les scientifiques. Ouais. Voilà. Donc on essaye. Et par le biais des associations aussi. Bien sûr, Barbaros, sinon on ne pourra pas. Oui. Bien sûr, il y a la société civile qui est derrière aussi. Ouais. Mais là, ça reste dans un cadre expérimental. Mais si on va mettre ça sur le territoire national, ça sera réglementé, ça sera un suivi rigoureux, beaucoup plus par le centre de recherche et par les chambres de pêche et les directions de wilaya.
Et cela assure de la création de niches et d'environnements protégés où on peut repeupler des zones qui ont été quasiment désertées, où la population de poissons a dangereusement baissé. Très bien. Voilà. Alors justement, je voulais vous relancer par rapport à la recherche. Il y a aussi le rôle des universités. En me baladant comme ça dans ce salon, j'avais croisé un stand dédié à l'Université des sciences et de la technologie Wari Boumediene de Bebzouar. Alors le rôle des universités justement dans ce domaine de la recherche. Et puis je voudrais également enchaîner directement avec la formation professionnelle pour former une main-d'œuvre qualifiée. Oui. Vous, M. Boutouchant, tout faire, si tu veux. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Bon, moi, ça fait 2 ans que j'ai été installé au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbès. La première chose que j'ai faite, j'ai signé une convention avec l'université de Sidi Bel Abbès. Ouais. La première des choses. Parce que la recherche et la formation, c'est capital pour le développement. On ne peut pas développer si on n'a pas une recherche appliquée, une recherche innovante. Très bien. Et puis aussi au niveau de la chambre, par exemple, on fait aussi des formations à la carte. Donc on voit des gens de tout horizon qui sont intéressés par une thématique, qui veulent développer au niveau local. Et on les accompagne. On les accompagne avec une formation thématique. Donc j'ai signé une deuxième convention avec l'école de Bénissaf de pêche qui appartient au secteur de la pêche et de l'aquaculture. Donc à travers ça, on regroupe un petit peu des gens qui ont un même intérêt sur une thématique, en aquaculture, en pêche, dans la transformation, dans l'alimentation, etc. Et on les accompagne avec une formation. Voilà, donc c'est un petit peu, on essaye d'un côté, on essaye de vulgariser, et d'un côté, on essaye d'apporter des éléments techniques, financiers, scientifiques, pour pouvoir réaliser un petit peu leur projet. C'est un accompagnement. Très bien. Oui, alors, Monsieur Aubreau, vous m'aviez parlé tout à l'heure de votre usine qui ça a inauguré, si mes informations sont bonnes, vers avril, donc dans pas longtemps. Est-ce que, puisque vous aviez parlé aussi de la création d'emplois, est-ce que vous n'avez pas eu de soucis par rapport au profil des gens que vous vouliez justement embaucher? Est-ce que vous avez trouvé une main-d'œuvre qualifiée qui répond vraiment à ce que vous attendez d'eux? Nous sommes en plein recherche. D'accord. Mais je suis assez optimiste pour trouver des personnels qualifiés en Algérie. Nous, on va bien sûr apporter notre savoir-faire au niveau de l'aquaculture. Ouais. Pour nous, en ce moment, le plus important, c'est les directions de l'usine ici. Mais c'est bien sûr eux qui vont gérer les machines, etc., vont être formés. Nous sommes également une usine en Égypte. Donc c'est les équipes d'Égypte qui vont nous former l'équipe ici. D'accord. Mais là, je ne suis vraiment pas inquiète pour trouver le personnel qualifié. Sinon, vous pouvez vous rapprocher de M. Boutouchant, il pourra vous recommander. Il y a un potentiel, il y a un potentiel universitaire. Il suffit de le finaliser, ça veut dire par rapport à leur domaine. Par exemple, l'alimentation, c'est un domaine assez pointu. L'alimentation de qualité, c'est un domaine assez pointu. Mais eux, ils nous apportent une technologie assez intéressante. Nous, on peut l'adapter et ça veut dire contribuer à son développement. Très bien. Monsieur Belbachir, nous parlons beaucoup de numérisation de nos jours. Alors, qu'est-ce que celle-ci peut apporter pour renforcer le secteur chez nous en Algérie? Alors, là, je vais revenir très rapidement sur le slogan du salon. Donc, c'est innovation et partenariat. Oui. L'innovation, c'est l'apport que les professionnels ou que des tiers, là, je parle du domaine académique dans les universités, apportent au secteur. Ils nous apportent des solutions innovantes qui sont basées sur des solutions donc, informatiques, basées sur l'IA et sur des technologies que l'on retrouve parfois ailleurs et qui n'ont pas été déployées ou alors développées chez nous. Eux proposent des solutions pour pouvoir justement exploiter ces technologies et ces connaissances-là. Et là encore, nous lançons des partenariats avec eux. Pas plus tard qu'hier, il y a eu une convention qui a été signée avec une start-up qui est spécialisée dans les systèmes d'information géographique, par exemple. Et puis, ça, je le cite juste à titre d'exemple, c'est le premier que j'ai en tête, mais il y a une multitude d'usages, plus d'une cinquantaine, voire peut-être une centaine d'utilisations de systèmes d'information qui soient utiles au secteur et aux professionnels. Et là, justement, on profite du salon. Il y a des ateliers, un atelier d'ailleurs qui se tient en ce moment même concernant l'apport
des solutions innovantes et des start-up au secteur de la pêche et de l'aquaculture, et qui va très probablement aussi être sanctionné aujourd'hui même par la signature de nouvelles conventions avec la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture dans les domaines innovants justement, qui permettront ou qui seront en lien direct avec les besoins, qui répondront aux besoins des professionnels. J'ajoute aussi un petit corollaire, je vais revenir à une question qui a été posée tout à l'heure concernant les universités, notamment l'USTHB. Tout à l'heure, j'ai discuté avec le directeur de laboratoire qui est avec nous aujourd'hui au salon, et il a exprimé la volonté d'ouvrir ou d'élargir le laboratoire qu'il a au sein de l'université par la mise en place, et j'espère pouvoir réaliser ça le plus rapidement possible, d'une ferme pédagogique ou expérimentale de petite envergure certes, mais au niveau de l'université, qui permettra aux étudiants de se familiariser aux notions d'aquaculture et aux différentes techniques et aussi aux différents besoins auxquels M. Orber et d'autres investisseurs répondent actuellement sur le marché algérien. Et peut-être même que vous pourrez directement recruter des universités à ce moment-là. Oui, pourquoi pas. Alors, puisqu'on parle de numérisation, il y a un aspect auquel s'intéresse beaucoup le consommateur, d'une manière générale, c'est le souci de traçabilité. Alors, est-ce que la numérisation, justement, peut garantir ce suivi de la qualité et de l'origine de ce qu'on a du bateau jusqu'à l'assiette de ce qu'on consomme? Je vous remercie beaucoup pour cette question, parce que là, vous me tendez la perche pour aborder un autre sujet qui est la numérisation du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Alors, il existe une procédure qui permet, un process qui permet la traçabilité des produits de la pêche. Ça s'appelle tout simplement le certificat de capture, qui actuellement est nécessaire exclusivement pour certaines opérations d'exportation, qui sont vers certaines destinations qui exigent ce document, si vous voulez. Et pour répondre à cette problématique, un système d'information a été établi, donc, qui permet d'assurer la traçabilité des produits à partir de la fin de l'opération de pêche. Pour ce qui est de l'amont, il y a une réflexion qui est en cours pour essayer d'aller jusqu'à la source elle-même. Mais là, on peut avoir la traçabilité à partir de la fin de l'opération de pêche, qui permet de garantir aux consommateurs la provenance des produits qu'ils ont dans leur assiette. Il y a un travail qui est fait dans ce sens, dans le cadre justement du programme numérisation, qui est l'aboutissement d'une réflexion qui a duré tout de même 2 ans, sur laquelle nous avons travaillé, qui est le schéma directeur des systèmes d'information, à travers lequel nous avons collecté l'information auprès de l'ensemble des acteurs du secteur, que ce soit les administrations locales, certains pêcheurs, nous n'avons pas pu voir tout le monde, mais nous avons collecté l'information à partir des pêcheurs, de leurs représentants. Donc là, je parle de la Chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture, de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture. Et à partir de l'ensemble de leurs besoins, nous avons fait l'état des lieux, nous avons pu détecter les axes d'amélioration que nous devons apporter au système existant et le plan de numérisation qui doit être réalisé et qui porte sur les 5 prochaines années. Voilà, donc là je vous ai donné une image assez large, j'espère qu'elle a été assez claire. Non, très clair, merci beaucoup Monsieur Belbachir. Je me tourne vers vous Madame Nadjiba Srer. En me baladant justement, comme je le disais tout à l'heure dans ce salon, j'ai aussi vu un stand dédié à la FAO et j'ai cru comprendre qu'il y a une collaboration entre vous et la FAO. Elle consiste en quoi cette collaboration ? Je vais présenter le projet en réalité. On a un projet qui a été initié, ça fait quelques années. Ça rentre dans l'initiative Économie Bleue. C'est-à-dire, c'est un projet intitulé Initiative en Méditerranée Blue Hope. Donc, c'est carrément appliquer le concept de l'économie bleue pour avoir un plan d'investissement, participatif, inclusif et qui est dédié à la pêche et à l'aquaculture. Donc le cadre
le cadre initié, c'était dans le cadre d'une coopération avec le Bureau des Nations Unies. Les résultats de ce projet-là, c'était d'arriver à un plan d'investissement, d'ailleurs c'est un acquis, un plan d'investissement territorial au niveau d'une zone pilote. On avait choisi la zone de Béjaïa. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interaction entre différents secteurs pour la pêche à Béjaïa. On a le parc de Gouraya et on a les services environnementaux, on a le tourisme parce que c'est une zone qui est exclusivement touristique. Et donc on est arrivé à avoir un plan d'investissement territorial porté sur 9 projets et qui s'articule autour de 2 axes, qui est la protection et la durabilité des ressources et des écosystèmes. Le deuxième axe, c'était beaucoup plus la protection de l'écosystème marin. Donc, c'était quoi les projets? On avait un projet pour les pêcheurs. C'était de mettre en place une plage de chouage, sachant qu'à Béjaïa, on a la pêche artisanale qui est très, très développée. Oui. On a aussi élaboré des fiches projets pour mettre en place un vivier. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la zone de Bnixila, il y a il y a une pêche des crustacés qui est assez importante. C'est la langouste. Je vois quand je parle la valeur qu'elle a la langouste. Malheureusement, comme les pêcheurs, ils n'ont pas où le mettre, ils sont obligés de le vendre à un prix très très bas. Oui. Donc on avait développé aussi des fiches projets, pour la femme ramondeuse de Bnixila. Elles ont eu des formations en ramondage et il leur manquait un endroit où se mettre. Donc il y a un projet pour leur construire un abri pour travailler. Donc il y a des projets dédiés au parc. Les gens ils vont se dire pourquoi on travaille sur des projets pour le parc. Eh ben, tout simplement, on est dans une économie bleue. Donc les secteurs bleus doivent bénéficier aussi des avantages. Bien sûr. Sachant qu'il y a toujours un avantage de façon indirecte aux pêcheurs, dédié aux pêcheurs. Donc ce salon nous a permis de réunir tous les partenaires dans ce projet, les institutions financières, à l'effet de mobiliser des fonds pour financer ces projets. Voilà, c'était la première rencontre et il y a eu des débats très instructifs pour justement trouver les dispositifs de financement et les démarches à prendre. Et grâce à ce lieu-là, on a pu justement rencontrer des institutions financières plus facilement parce qu'ils étaient déjà ici au niveau des stands. Et on avait des gens qui se sont appropriés des projets pour les financer. Très bien. Alors, très rapidement... Pour la FAO. Oui, monsieur Boutouchane, très rapidement. Et j'enchaînerai par une question, je vous laisse répondre. Puisque Madame Srir parlait d'investissement, vous êtes depuis très longtemps dans ce secteur. Quelles sont les opportunités les plus tangibles et les plus rentables? Peut-être que ça donnerait des pistes à notre ami Obro. Commencez d'abord. Bon, pour l'investissement, on est toujours concerné par ça veut dire les systèmes d'investissement qui est l'ANGEM, par exemple. Donc l'ANGEM, les projets d'aquaculture et de pêche sont éligibles. Donc la NASDA accompagne aussi le financement des projets en aquaculture et dans le domaine de la pêche, avec beaucoup de facilité. Voilà. C'est juste pour rebondir pour le domaine de la coopération avec la FAO, on l'a initié aussi pour les coopératives. La création et l'accompagnement de coopératives. Ça, c'est une action très importante pour un petit peu regrouper des acteurs dans un domaine bien précis ou complémentaire pour pouvoir un petit peu aller de l'avant. Donc voilà, ça aussi, c'est un créneau assez important de coopération avec la FAO. Oui, par rapport à l'investissement, puisque c'est un peu aussi le segment sur lequel vous intervenez beaucoup, Monsieur Belbachir,
Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Quelles sont les pistes vraiment très tangibles et très rentables si quelqu'un voudrait se lancer justement et investir dans le secteur? Eh bien, hormis les investissements déjà existants qui consistent dans l'acquisition de navires ou d'équipements de pêche pour effectuer des opérations, ou alors le développement de fermes aquacoles, il y a aussi de nouveaux segments, ou alors des segments qui constituent des niches très importantes. Par exemple, la fabrication des intrants nécessaires à la fabrication d'aliments, le déploiement d'écloseries en tenant compte de certaines spécificités. Par exemple, nous avons une écloserie en Algérie qui produise du poisson tilapia, donc c'est un poisson d'eau douce, en monosexe. On en a un en Algérie, il a une production qui est relativement faible. C'est assez recherché pour les producteurs, car en sélectionnant la souche, on peut avoir un produit qui arrive à maturation plus rapidement et avec un volume, avec une qualité de chair très satisfaisant. Donc, telles sont un petit peu les niches. Il y a aussi l'aquaculture intégrée à l'agriculture qui constitue un axe très important sur lequel nous travaillons, car il a une portée territoriale nationale qui couvre l'ensemble du territoire national, l'ensemble des agriculteurs possédant un bassin d'irrigation ou une retenue d'eau peuvent mettre du poisson, permettant ainsi, donc, et ça, Taufer connaît très bien, de fertiliser, d'apporter un apport de fertilisant naturel grâce à l'eau, justement, où se trouve le poisson lui-même. Oui. Et ça, justement, c'est encouragé. Et les agriculteurs, on a eu quelques retours. Je ne vais pas vous dire que tous l'ont dit, mais on a eu quelques retours où des gens disent oui, effectivement, j'ai vu ça dans ma production. Il a constaté le résultat de cet apport pour lui. Oui. Par ailleurs, et j'ai reçu un investisseur récemment par rapport à cela, il avait un souci après, c'est qu'il voulait remettre sa production sur le marché et il ne connaissait pas le circuit de commercialisation. Donc ils se sont rapprochés de nous. Ouais. Il en existe un. Évidemment, nous sommes en partenariat avec l'Office national l'ONAB, exactement. Donc, pour l'aliment de bétail, qui sont aptes aujourd'hui, grâce à la création d'une filiale aquaculture, à absorber le marché, absorber la production et la mettre sur le marché au nom des producteurs de poissons. Par ailleurs, évidemment, il existe une aide de l'État. On offre une prime de 50 dinars par kilo de tilapia produit pour les producteurs qui obtiennent plus de 400 kilos de production. Et ça, ce sont des incitations à la production concernant ces niches-là. C'est une façon de promouvoir aussi cette activité. Alors justement, vous parlez de l'État, est-ce qu'il y a des dispositifs incitatifs que le gouvernement a mis en place? Est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'ils sont assez vulgarisés ou assez attractifs, ou y a-t-il encore un travail à faire là-dessus? Moi, je vous parle un petit peu de mon expérience. Je pense que toutes les chambres font la même chose. Hein. Oui. Donc nous sommes, au niveau de Belabès, nous sommes une chambre interwilaya. Donc on chapeaute aussi la wilaya de Saïda et la wilaya de Naama. Pratiquement chaque mois, on réalise des journées de sensibilisation et de formation. Donc c'est à travers ces journées-là qu'on informe un petit peu le grand public, voire le public ciblé des agriculteurs, sur ces avantages-là. Ça veut dire on réalise des journées. Alors la particularité de ces journées, au début on les faisait au chef-lieu de wilaya. Mais actuellement, avec la collaboration de la Chambre d'agriculture de Saïda par exemple, chaque mois, chaque 20 jours, on réalise une journée d'études et de sensibilisation au niveau des daïras. Ça veut dire on fait un rapprochement au lieu que les gens... Travail de proximité. Voilà, de proximité, et on réunit les communes appartenant à cette daïra. Bien sûr avec la collaboration des chefs de daïra, bien sûr, et des PAPC. Donc on les réunit et on fait une journée de sensibilisation. Les points forts que l'on transmet lors de ces journées, c'est un petit peu ces avantages-là.
recettes fiscales et parafiscales, mais aussi on encourage aussi les agriculteurs à ne pas hésiter à faire de l'aquaculture parce que c'est une nouvelle activité dans leur exploitation agricole. Le mot d'ordre qu'on donne, c'est que le poisson vit dans l'eau mais ne consomme pas d'eau. Ouais. Ça veut dire pour qu'il ne sait pas, il nous dit nous l'eau on l'a besoin pour l'irrigation. Oui, c'est la même eau, c'est la même quantité d'eau dans lequel le poisson vit, grandit, que vous allez utiliser pour l'irrigation. Au contraire, elle sera encore plus fertilisée. Donc vous aurez un produit agricole bio et un produit précoce et de meilleure qualité. Et ça, on l'obtient grâce à un élevage aquacole. C'est un travail très, très important et qu'il faut faire pratiquement au quotidien, Monsieur Boutouchane. Donc on salue vos efforts. Monsieur Obro, de nos jours, à l'ère de l'intelligence artificielle, on a parlé d'innovation, de numérisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'aquaculture intelligente et vous en êtes où, par exemple, chez vous au Danemark, par rapport à ça? De façon générale, je pense que l'aquaculture est derrière la volaille. On dit chez nous, c'est à peu près 10 à 15 ans en arrière par rapport à la volaille. Et c'est où on est en arrière? C'est surtout sur la gestion, surtout. C'est sur l'automatisation, automatiser les systèmes. Il y a beaucoup d'outils en route. Le leader mondial, c'est la Norvège, avec le saumon. On ne peut pas le transformer directement ici, mais il y a beaucoup d'études en cours. C'est des sondes, c'est des caméras, c'est des choses qui aident les aquaculteurs. Une autre chose qu'on étudie beaucoup, c'est que, c'est vrai, l'aliment représente une grande partie, mais c'est nous, en fait, il faut alimenter les élevins. Donc c'est là où vient. Donc les bébés des poissons sont très importants. Et c'est au début, quand l'éleveur pousse, qu'il y a le plus important. Une autre chose qui est importante, c'est que même dans la Méditerranée, on essaye de trouver un aliment qui est de haute qualité. Ce n'est pas une histoire de donner du volume, mais c'est une histoire de donner le bon aliment aussi pour éviter la pollution. Surtout, parce que si on donne trop, ça part. Et là, il y a beaucoup d'études en cours pour aider des agriculteurs. Je pense quand même que les derniers 3-4 ans en Algérie, il y a eu beaucoup d'évolution. Il y a des gros éleveurs ici qui sont relativement en place. Mais bien sûr, il y a encore... c'est en permanence, de toute façon, le développement. Très bien. Alors, on me dit que le temps imparti à cette émission est pratiquement terminé. Donc, je vais faire la boucle dans le sens inverse. Si vous deviez conclure, Monsieur Obro, vous diriez quoi comme dernier mot? Je veux dire que j'étais content de venir ici, que nous sommes en train de faire Séducine à Oran, qui a une capacité qui est plus importante que ce qui est le marché aujourd'hui. Mais nous, en croyons fermement à le marché algérien et aussi pour l'export de la partie de l'Algérie. Vous pensez au marché africain? Oui, vers le sud, il y a du marché. Il y a aussi peut-être vers la Tunisie. Et là-bas, on va se concentrer sur l'Algérie, sur le dorade et le loup, mais aussi les tilapia dans le sud. Il y a une demande. Très bien. Monsieur Boutouchane, pour conclure? Moi, pour conclure, j'encourage les investisseurs à venir investir dans le domaine parce qu'il est très porteur et c'est un domaine d'avenir où il y a encore énormément de potentialités à valoriser, à exploiter. Et dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, il y a aussi la transformation, enfin tout l'environnement de ce secteur-là qui est très porteur, créateur de richesses et aussi créateur d'emplois aussi. Donc moi j'invite tout le monde à se rapprocher un petit peu de l'administration, soit centrale, soit locale, pour pouvoir les accompagner de la meilleure façon pour pouvoir aboutir à un projet économiquement rentable, Inch'Allah. Très bien, Inch'Allah. Monsieur Belbajel. Eh bien, au risque de me répéter ou de répéter ce qu'a dit Tofek, en fait, nous sommes là, nous sommes à l'écoute. Tous les investisseurs, les curieux, les stagiaires, les universitaires qui veulent en apprendre peuvent se rapprocher de l'administration locale, centrale. Les portes sont toujours ouvertes. Nous écoutons tout le monde et nous essayons de répondre aux besoins de tout le monde. Merci beaucoup. Madame Srer? Je crois qu'on ne peut pas conclure avec autre chose. Mais je dirais que mon secteur, c'est un secteur économique
porteur d'emploi et porteur de richesse. Ouais. Donc, effectivement, on est à l'écoute de nos opérateurs économiques et on est à leur service. Très bien. Merci. Merci beaucoup, madame. Au nom de tous les participants, on remercie Canal Algérie. C'est un devoir, c'est un lieu d'information et de rencontre aussi pour faire passer un message assez fort. Inch'Allah. Merci à vous, monsieur Boutouchane. C'est un devoir. Nous sommes un service public et donc nous essayons de mener à bien notre mission. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, messieurs. Je le disais au départ. Je pense que la pêche était bonne. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris avec vous et j'espère que nos chers téléspectateurs aussi. Je vous remercie donc. Je remercie d'abord nos amis techniciens de la station régionale d'Oran et puis je vous remercie, vous, pour votre fidélité. Nous vous souhaitons une excellente soirée avec la suite des programmes de Canal Algérie.